bienvenue. Cette première session de cette première université populaire du 2e arrondissement, que je suis très heureux d'accueillir et d'organiser avec notre partenaire Sciences et Avenir et Débat et Rencontres Autrement, avec Brett et Christian, Brett qui va animer le débat, qui aujourd'hui nous permet d'accueillir deux invités tout à fait prestigieux, intéressants, deux intellectuels, n'ayons pas peur des mots, Miguel Benassaya qui est philosophe, psychanalyste, et Henri Gouillon qui est plutôt, lui, biologiste scientifique. On peut dire les choses comme ça si on veut résumer très brièvement les choses. Mais je laisserai à la fois Dominique et Brett vous les présenter avant qu'ils s'expriment. Mais ce que je voulais dire, moi, en tant que maire, c'est-à-dire représentant des habitants d'une petite partie de Paris qui accueille cette réunion, cette première réunion, c'est les raisons pour lesquelles j'ai souhaité qu'on ait une université populaire dans cet arrondissement à destination des Parisiens. Mais au-delà de tous les citoyens, sur les thèmes du devenir de l'humanité, en quelque sorte. Alors voilà, c'est pas un sujet mince, le devenir de l'humanité, quand on a dit ça, on a ouvert grand la porte et on a des choses à dire. Mais c'est parce que j'ai le sentiment que aujourd'hui, on est dans un contexte où on a une évolution technologique, scientifique, mais aussi de la pensée, qui fait en sorte que on ne sait pas très bien comment va se dessiner l'être humain de demain, quel va être son périmètre. Est-ce qu'on va être des surhommes dotés de gadgets greffés sur nous-mêmes, que nous allons porter en permanence? Est-ce que on va au contraire être dans une humanité très humanisante, où chacun, quelle que soit la façon dont il exprime sa singularité, aura sa place, avec les personnes porteuses de handicap, pour lesquelles la société sera adaptée comme étant une norme, avec une éthique de la vulnérabilité qui prend en compte les plus faibles d'entre nous pour construire quelque chose qui soit réellement démocratique, accessible à toutes et tous. Voilà, comment sera l'humain demain dans ce formidable maelstrom de l'évolution technologique, de l'évolution scientifique et de la pensée, dans un contexte planétaire mondialisé. Comment sera l'homme demain? C'est ça qu'on veut ouvrir, qu'on veut dessiner, qu'on veut essayer de comprendre, mais pas de le comprendre de façon, je dirais élitiste, mais de le comprendre en le mettant à la portée de toutes et tous, c'est-à-dire que ça nous donne des outils pour réfléchir et pour évoluer. Alors pour ça, c'est un temps d'échange, mais un temps aussi de questions, un temps d'écoute, pardon, avec nos invités, mais aussi un temps d'écoute qu'on a voulu mettre en place, c'est-à-dire avec un question-réponse, on dirait interactif aujourd'hui. Et ça me paraît important parce qu'on est dans le cadre ce qu'on a appelé l'université populaire, c'est-à-dire un temps de réflexion et d'élaboration collective. Et vous savez que les questions qu'on se pose sont souvent plus importantes que les réponses que l'on donne dans ce qu'elles apportent au collectif. Donc, n'hésitez pas, exprimez-vous. Voilà. Moi, encore une fois, contribuer à cette réflexion me paraît être un élément essentiel de la citoyenneté et donc de la démocratie. Et c'est à ma petite échelle ce à quoi j'essaie de contribuer en mettant en place avec nos partenaires. Je remercie encore cette session qui se déroulera dans cette université d'été qui se déroulera sur 8 sessions au cours de l'année, dont on vous transmettra les dates par les canaux habituels. Voilà. Comme l'a dit Monsieur le maire, ce sont des sujets qui nous semblent cruciaux dans notre revue Sciences et Avenir, que nous abordons chaque mois, sur lesquels nous n'avons pas d'avis tranché. Ce n'est pas la façon dont nous abordons les choses à Sciences et Avenir. Nous nous posons surtout des questions
entre journalistes et essayons de rencontrer ceux qui peuvent nous apporter des réponses d'ailleurs diverses. On sait bien les écueils du scientisme traditionnel, on sait bien les écueils des croyances et de certains militants qui ne veulent absolument pas écouter le discours et les découvertes et comprendre quelles découvertes on est en train de faire aujourd'hui. Je crois que ça sera la vertu d'un certain nombre de ces débats, et je pense que ça va commencer dès ce soir, de nous apporter aussi de l'information. C'est pour ça, Université populaire, c'est aussi apprendre à connaître l'évolution de la connaissance elle-même. Elle est en train de se transformer profondément. Ça n'est pas toujours très apparent, notamment quand on regarde les émissions de télé. On a l'impression de ressasser un peu toujours les mêmes histoires, alors même qu'il y a des transformations, et des transformations de la connaissance, une compréhension nouvelle qui peut se faire, ce n'est pas toujours, mais qui peut se faire. Voilà, nous allons parler de ce cycle de conférences qui est sous le label Demain, quels humains? Et pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? C'est parce que, en fait, nous sommes en pleine crise. Une crise de civilisation, une crise aussi bien économique que écologique que sociétale, et philosophique, parce que tous nos paradigmes, toutes nos valeurs auxquelles nous avons cru jusqu'à présent, elles sont en train de s'éclipser, d'être bouleversées. Et donc, on a besoin de réfléchir et d'avoir un rempart avec d'autres connaissances, de meilleures connaissances, interdisciplinaires surtout, croiser le regard des philosophes, le regard des scientifiques. Et c'est ce que nous essayons de faire ici. On pense, nous, que le meilleur rempart, c'est tout de même la connaissance, renforcer les connaissances, la formation et la bonne information, et de faire des débats des sociétés qui impliquent tout le monde, qui font réfléchir tout le monde, et où tout le monde se sent non pas impuissant d'agir, mais qui augmente la puissance d'agir, pour parler avec Spinoza. Voilà, je vais vous présenter nos invités qui sont, et vous allez voir que nous ne les avons pas choisis au hasard pour cette première université populaire. C'est deux hommes engagés. Engagés, ce ne sont pas des académiques, enfin, ils ont des titres très importants. Psychanalyste, pédopsychiatre pour Miguel Benassayag, philosophe, et puis biologiste évolutionniste pour Pierre-Henri Gouillon, et qui est professeur au Muséum naturel de l'histoire naturelle, pour introduire tout au moins le contenu de ce livre, de quoi il est question, vivant, avec un point d'interrogation. En fait, les co-auteurs, ils ont co-écrit ce dialogue, remettent en question les théories à la mode dans le milieu scientifique, c'est-à-dire le constructivisme d'une part et le nominalisme. Moi, je ne suis pas scientifique, donc j'ai du mal avec ces concepts. En tout cas, j'ai compris qu'ils considèrent ces théories-là comme réductionnistes. Et pourquoi réductionnistes? Parce que quand il s'agit de vivant, c'est complexe. Et à chaque fois, il est question d'interaction entre la partie et le tout. Et ce qu'il faut retenir, et tout le monde le sait, ça, même un non-scientifique comprend bien, que la somme des parties n'est pas le tout. Et donc, ce vivant-là, il est très complexe. Pourquoi, donc j'ai à peine abordé, pourquoi ce rejet catégorique du progrès? Voilà, je voudrais vous dire que, bien sûr, on ne rejette pas le progrès. Si, on rejette le progrès. On ne rejette pas tout progrès. L'idée, le mythe du progrès, c'est pas seulement le fait de dire qu'il y a eu des choses qu'on a découvertes dans l'humanité qui sont utiles. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on a découvertes dans l'humanité qui sont utiles. Le mythe du progrès, c'est un mythe qui consiste à imaginer que le progrès tel qu'il s'est déroulé et tel qu'il est prévu par un certain nombre de spécialistes des technologies est le seul possible. C'est un effet de perspective classique.
et religieux. Moi, je travaille sur l'évolution des êtres vivants. Et je suis constamment confronté à cet effet de perspective. Par exemple, de la part de gens qui sont trop religieux pour accepter l'idée que l'évolution s'est faite par un système d'essai-erreur qu'a trouvé Darwin, des variations se produisent et puis on sélectionne là-dedans ce qui marche. Et évidemment, si on recommence 2 fois la même opération, on n'arrive pas au même résultat à la fin. Et on peut très bien imaginer que si on recommençait l'évolution, eh bien, au bout de 4 milliards et demi d'années, il n'y aurait pas vous et moi dans cette salle d'ici. Il y aurait des différences. Donc tout ça est contingent. Et les progrès possibles sont multiples, ils sont immenses. Et le fait de nous imposer l'idée d'un progrès, c'est contre ça que nous nous élevons. Moi, je veux pouvoir choisir parmi des progrès possibles, celui qui me convient le mieux, et qu'on ne m'impose pas un progrès qui serait celui qui arrange un certain nombre de gens. Voilà, donc non, on n'est pas contre tout progrès, mais on est contre le mythe du progrès. Donc, je pense qu'il est très important de bien réfléchir à ces questions. Qu'est-ce que on sait maintenant qu'il ne suffit pas de satisfaire les besoins des gens pour qu'ils soient mieux. On sait qu'il faut peut-être réfléchir un petit peu plus à la façon dont doit s'organiser une société. Et donc, c'est à partir de ce genre de questionnement qu'on s'est rencontrés, Mickaël et moi, qu'on a commencé à discuter de qu'est-ce qui fait sens dans une société, qu'est-ce qui contraint ou non ce qu'on fait, qu'est-ce qui rend tout possible ou pas, et pourquoi est-ce qu'au fond l'idée que tout est possible nous déplaît autant à l'un qu'à l'autre. D'abord, la première chose, quand même, qui me semble importante, je crois quand même qu'il faut bien comprendre que la question du mythe, du progrès, quand on dit mythe, c'est pas mythe dans le sens, comme ils disent les mômes, tu es un mytho. Hein? C'est mythe dans le sens, au moins de Lévi-Strauss, dans lequel bon, il dit, ça décrit, explique, justifie. Donc, un mythe, il faut le comprendre dans un paradigme fort, donc non pas d'une cartographie, mais vraiment d'un territoire avec des processus concrets. Vous voyez, c'est-à-dire que quand nous disons effectivement pendant quelques siècles l'Occident est périphérie grâce au colonialisme, a adhéré, a fonctionné au mythe du progrès. Nous voulons dire qu'il y a une construction d'un territoire qui est en accord avec ces hypothèses théorico-pratiques. Quand on parle d'un paradigme, un mythe dans ce sens-là, on parle non pas d'une cartographie simplement, mais d'un territoire façonné de la sorte. C'est pour voir la profondeur du changement que nous sommes en train de vivre dans notre humanité. Nous ne sommes pas en train de chercher les nouvelles cartes parce qu'on navigue avec des cartes périmées. Nous sommes en plein changement du territoire. Les nouvelles machines, les nouvelles possibles technico-scientifiques modifient les territoires, modifient les corps qui habitent et qui façonnent, qui coproduisent les territoires. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que ce qui change le monde beaucoup plus que la politique dans le sens classique, ce sont des processus par rapport auxquels l'individu tel comme nous sommes façonnés, cet individu moderne et postmoderne, ce mélange un peu comme ça, nous sommes en train de rester de plus en plus en tant que spectateurs de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'a pas prise, on n'a pas les manettes. Pensons simplement aux macro-processus économiques. Les macro-processus économiques nous condamnent à une sorte de nouveau animisme, vous voyez, parce que des dieux de l'Olympe économique font des trucs que les meilleurs économistes savent qu'on ne peut pas les maîtriser. Il n'y a que les gens qui comprennent rien d'économie, comme moi, qui de temps en temps on dit il faudrait polariser la chose, orienter la chose. Non. Il y a des macro-processus comme la technique en étant, la macroéconomie, qui sont certes dépendants de l'énergie et de la force des humains, mais avec une autonomie. N'est-ce pas? Ce sont des niveaux émergents, comme on veut l'appeler dans les jargons de chacun, ce sont des niveaux avec une certaine autonomie, n'est-ce pas? Avec une syntaxe, une orientation. C'est ce que Michel Foucault appelait des stratégies sans stratège. Bon, comme le dit Rousseau, avec les progrès, on sait ce qu'on gagne, mais on ignore ce qu'on perd. On commence à comprendre ce qu'on a perdu. On commence à comprendre, mais on se panique. Donc le problème c'est quoi? Le problème c'est comment on fait
Comment on fait? Parce qu'on ne peut pas tous devenir des techniciens, des scientifiques, on ne peut pas. Alors la vraie question, dans des lieux comme celui-ci, ce n'est pas de faire simplement de la divulgation, de la vulgarisation. Parce que la vulgarisation, on apprend toujours un tout petit peu, et avec la tendance du monsieur et la dame qui nous a appris. Alors la vraie question sociale aujourd'hui, c'est, mais comment on peut faire pour qu'un nombre de plus en plus grand de gens sachent de quoi il est question dans telle ou telle question technique? Vous comprenez? Pas tout à fait comprendre la question technique, mais comprendre ce qui fait socle commun d'une époque comme une question qui, sous des formes, sous des modes différents, se manifeste dans des questions techniques. De quoi est-il question dans telle question technique? Et non pas le délire de comprendre toutes les questions techniques avant de donner son point de vue, ou non pas la République de Platon, c'est-à-dire, voilà, ceux qui savent décider. Hein? Nous, avec Pierre-Henri, nous avons essayé de commencer à travailler autour de cette idée de l'homme amélioré, de la vie améliorée. Hein? Parce que la vie améliorée, elle est améliorée par rapport à des considérations absolument métaphysiques par rapport à la vie elle-même. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle est meilleure par rapport à quoi? Vous voyez? Alors, je crois quand même qu'une des fonctions dans une université populaire qui est à juste titre ambitieuse, parce qu'il faut effectivement, comme M. le maire le disait, ben, qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'il fait, c'est démocratiquement, il ouvre ses portes pour que les citoyens de son quartier, de son arrondissement, essayent, non pas simplement de voter tous les 5 ans, mais essayent de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Pour comprendre, c'est vraiment mon dernier mot par rapport à cette petite introduction, depuis des années et des années et des années de travailler au nord-est du Brésil, dans des laboratoires sociaux par rapport à la question de la psychiatrie, en Italie sur d'autres sujets, à la Courneuve, depuis des années de travailler là-dessus, dans lesquels on essaie de créer des expertises populaires, pour dire comme ça. Il y a une seule chose que je peux vous dire, les jours où on commence l'université populaire. Personne ne peut croire qu'on peut comprendre le monde sans travailler. Il n'est absolument pas question de venir s'informer. Il est question d'avoir un lieu qui motive le travail. Mais sans un véritable travail de lecture, de compréhension, de réflexion, nul doit céder à la tentation de croire qu'on pourra comprendre des changements des territoires comme ceux que nous sommes en train de vivre sans se donner un vrai travail. Moi, je crois beaucoup à l'intergénérationnel. Et dans ce domaine, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de liens à tisser entre nous. Et puis, dans les techniques nouvelles, aussi le sens qu'on peut donner à l'enseignement. Démystifier, effectivement, et puis favoriser. On ne peut pas dire qu'on soit un monde de régression, mais on peut être inquiet quand même. Et le style de société que nous voulons, politisé un peu, bien sûr, mais aussi participatif. Et c'est l'avenir. Je crois qu'il faut que le citoyen ait son mot à dire. Je vous remercie beaucoup. Quand tu donnes l'exemple des nanotechnologies, pour dire cet exemple très juste, moi, public, je suis dans le public, j'entends un expert parler des nanotechnologies en contre, je suis d'accord avec lui, et puis j'entends un expert parler des nanotechnologies en faisant l'apologie, en pour, mais je suis aussi d'accord avec lui parce que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'expertise scientifique de savoir lequel dit juste et lequel dit vrai. Au bout du compte, je vais être d'accord avec le plus sympa, ou celui qui a fait la référence au philosophe qui m'a le plus séduit dans ma jeunesse, que sais-je encore. Mais en revanche, ce que tu as dit, c'est que la question que je dois poser dans cette situation, c'est non pas qu'est-ce que sont les nanotechnologies, pour savoir s'il faut les développer ou pas, mais de quoi sont-elles l'objet, c'est-à-dire qu'est-ce qui se véhicule à travers les nanotechnologies, ou finalement quels projets de société sont portés par les nanotechnologies, et quel est le progrès humain
qui sont véhiculés par la philosophie qui sous-tend le développement des nanotechnologies. Alors, est-ce que c'est ce que tu as voulu dire? Si c'est le cas, est-ce que tu peux préciser ou me contredire ou développer un petit peu cette idée? Parce que c'est vrai pour les OGM, c'est vrai pour la gestation pour autrui, ou que sais-je encore, c'est vrai simplement pour un tas d'autres sujets. Aujourd'hui, nous sommes dans un drôle de dispositif dans lequel les communs des mortels, pour dire comme ça, un peu bête, ne comprennent pas les enjeux très complexes de la science et de la technique. Et les techniciens et les chercheurs en sciences ignorent absolument les enjeux épocaux à travers lesquels ils sont bougés, par lesquels ils sont bougés. La question, c'est que les scientifiques qui ont une sensibilité sociale, politique, ou éthique, etc., fassent l'effort de comprendre comment ils sont surdéterminés par des problématiques culturelles qu'ils ignorent et comment les citoyens non scientifiques comprennent qu'il est surdéterminé par des modifications scientifiques qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un effort pour destiller un territoire, un sous-ensemble commun, hein, un croisement d'ensemble qui existe et qu'il faut définir. Penser, ce n'est pas penser n'importe quoi. Penser, c'est penser ce qui se donne à penser. Donc, ce qui se donne à penser, comme un défi, apparaît sous des formes différentes, mais il y a un noyau commun. Ce noyau commun est notre boulot de les déterminer, parce que ce n'est qu'une fois que nous comprenons ces noyaux communs, qu'après on peut effectivement prendre position dans des questions plus ou moins techniques, sans pour autant être technicien. L'inquiétude généralisée vis-à-vis des nanotechnologies, elle vient de là. Qu'est-ce que nous sommes capables de prévoir au niveau macroscopique, les conséquences de ce que nous allons faire à un niveau microscopique? Actuellement, la confiance démesurée de nos technologues dans leur capacité à prédire les conséquences au niveau microscopique de leur manipulation microscopique peut sembler à certains tout à fait exagérée. Et là, justement, pour les biotechnologies, on voit bien exactement le même phénomène, mais de façon plus simple, je dirais. Lorsque vous produisez un OGM, vous faites une plante qui a certaines caractéristiques. Bon, très bien. Et vous pouvez dire, eh bien, puisque cette plante produit un insecticide, et que du coup, quand une larve vient manger ma plante, elle s'empoisonne, donc ma plante est protégée contre les larves, et c'est drôlement bien. Voilà. Tout le monde est d'accord, hein? Non. Non, ah bon, alors là, vous avez mauvais esprit. Non. Alors, pourquoi tout le monde n'est pas d'accord? Parce qu'il y a des gens qui se disent que ça ne peut pas être que ça. Et évidemment, ça n'est pas que ça. Ça n'est jamais que ça. Et c'est ça le problème, justement, du constructivisme. Le problème, c'est que, d'accord, j'ai changé juste un gène dans la plante. Premièrement, qu'est-ce que je sais de tous les changements que ça fait à la plante de produire cette protéine nouvelle-là? Eh bien, j'en sais rien. D'ailleurs, j'ai pris un gène dans une bactérie, je l'ai transféré dans une plante. Un gène, ça code en général une protéine. C'est le cas d'ailleurs pour ces plantes qui tuent les insectes. Le malheur, c'est qu'une protéine, ça se replie dans une cellule et ça se replie en fonction de l'environnement cellulaire déjà. Personne ne sait comment se replie une protéine bactérienne quand elle se retrouve dans une plante. Personne ne sait dans quelle proportion des cas elle est mal repliée. A fortiori, personne ne sait quelles sont les caractéristiques des protéines mal repliées. Quand on fait un plante transgénique, il y en a une sur 8 qui marche. Les 999 autres, on les jette à la poubelle. Si jamais ce qu'on voulait, c'était faire de la recherche, eh bien on les étudierait pour comprendre pourquoi elles ne marchent pas. Mais on ne fait pas de la recherche, on fait du développement. Mais la démarche globale, je pense que si jamais on prend le temps du débat, si on prend le temps d'en discuter, vous pourrez comprendre. Vous pourrez comprendre qu'il existe sur ce plan-là, sur le plan des biotechnologies agricoles, deux visions du monde qui sont très claires toutes les deux. Celle que je vous propose, c'est de dire c'est trop dangereux à l'heure actuelle de faire ça. On va perdre la diversité des semences. Revenons à Computer, revenons pas. Modifions nos systèmes agricoles pour faire ce que Marc Dufumier appelle une agriculture savante, dans laquelle on va réfléchir à quel mélange de variétés on met dans un champ, comment est-ce qu'on agence tout ça de manière à faire de l'agroécologie, une agroécologie durable et non polluante. Et puis vous avez d'autres gens de l'autre côté qui disent ça c'est trop compliqué, on va faire des variétés qui marchent partout, on va mettre dedans tous les gènes qu'il faut, les gènes
Alors on va perdre la diversité des semences, c'est pas grave, le jour où on en aura besoin, on refabriquera avec de la transgénèse. Où est-ce qu'on trouvera les gènes? C'est pas compliqué, on va les mettre au frigo. Ça y est, le frigo est fabriqué, vous êtes au courant, dans une ligne de Norvège qui s'appelle Svalbard. On a fait un grand frigo dans lequel on met toutes les semences de la planète. Elles vont mourir là tranquillement, mais leurs gènes sont dedans et on ira pêcher dedans quand on en aura besoin. Voilà deux visions du monde que vous pouvez comprendre très bien toutes les deux. Et après, vous pouvez choisir en tant que citoyen si l'une vous plaît mieux que l'autre. Mais évidemment, peut-être c'est de façon un peu caricaturale, il faudrait demander à un promoteur des OGM de vous présenter l'autre de sa manière à lui, mais ça ressemblerait nécessairement à ça. Et après, que les citoyens puissent choisir, parce qu'une fois qu'on a présenté les choses comme ça, je pense que tout le monde peut comprendre les enjeux, même s'il ne comprend pas ce que c'est qu'un transgène et ce que c'est qu'une manipulation génétique. Est-ce qu'il n'y aurait pas donc un rapport à soi en premier lieu qui conditionnerait mon rapport à la science, mon rapport à la nature, mon rapport aux choses, etc. Oui et non. Non, pourquoi? Non, parce que les rapports qu'on a à ce qu'on appelle soi est anthropologiquement, historiquement déterminé. Non pas de façon univoque, il y a des contradictions, c'est conflictuel, mais les rapports que je considère les plus intimes à moi-même est un rapport, pour ce que j'ai cité tout à l'heure Ariès et Duby dans leurs travaux sur la vie quotidienne, l'histoire de la vie quotidienne, dans lesquels c'est très intéressant comment ils montrent la construction de ces soi. Alors, par rapport à ça, on peut avoir deux positions. Une un peu, bon, voilà, il y a une construction historique d'un rapport à soi, et l'autre, c'est un peu réactionnaire, disons, que c'est de Durkheim quand il dit l'individualisme est une étape supérieure de l'évolution des sociétés. Bon, bien entendu, je ne crois pas ça, j'espère qu'on ne partage pas ça. Mais donc, à vrai dire, le rapport à soi est le rapport à une construction commune. Donc, effectivement, aujourd'hui, par rapport au paradigme, par rapport au rapport de l'humain avec le monde et le monde dans l'humain, le vrai défi, c'est, d'accord, l'homme ne fait pas l'histoire, mais qu'est-ce qui fait l'homme dans l'histoire? Et ça, c'est un défi de la connaissance, un défi qui est tout à fait faisable dans un laboratoire social, dans une université populaire, dans la mesure où on ne vient pas s'informer en tant qu'individu, mais comprendre par quoi nous sommes traversés, par quoi nous sommes traversés, par quoi nous sommes tissés. Je pense qu'il est essentiel de bien comprendre que c'est pas de la démarche individuelle. On a besoin d'une démarche individuelle de chacun pour essayer de comprendre ce qui se passe, bien sûr. Mais si chacun pense que c'est ses idées à lui et qu'il n'est pas en train de participer à un mouvement, à ce moment-là, il ne peut pas comprendre réellement ce qui se passe. Ce que vous nous proposez, c'est de devenir des citoyens éclairés qui sont capables de participer à une réelle démocratie parce que capables de faire des choix en toute connaissance de cause. Dans les caractères un peu complexes, comme les comportements en particulier, mais la taille aussi, eh bien l'effet d'un gène n'est jamais indépendant de l'environnement dans lequel il se trouve. Il n'existe pas un concept de l'effet d'un gène hors d'un environnement. Je voudrais que ça soit très clair. On n'a jamais vu un gène s'exprimer sans environnement autour. C'est très très intéressant qu'un chercheur se rend compte que ce qu'il croit être absolument qu'un problème technique qui se pose à lui, là, qu'il se rend compte au moins déjà que ces problèmes techniques très ponctuels qui se posent à lui est une réactualisation d'un problème absolument beaucoup plus large et beaucoup plus long. Je voulais revenir au titre de la soirée, le sous-titre qui était « Fabriquer le vivant ». Déjà, la façon dont c'est formulé, c'est une question, je crois qu'il y a un point d'interrogation, c'est une question d'ingénieur. Alors, est-ce que cette question, déjà, a un sens? La question qui se pose pour moi, c'est pas tant de savoir si on peut le faire, c'est ça, si on doit le faire. La question, moi, c'est une question que, on va parler tout à l'heure encore, c'est une question un peu taboue chez les scientifiques. Les scientifiques ont un credo, qui est que toute question peut être posée. Toute recherche peut être faite. Mais moi, je pense qu'un jour, il faudra qu'ils s'interrogent sur des recherches qui sont légitimes ou qui ne le sont pas. Et il y a peut-être des questions qui sont moins légitimes que d'autres, et même certaines qui
quand la commission publique devrait dire ça, non, c'est pas un sujet de recherche. C'est-à-dire, on veut que, en tant qu'individu, qu'on croit, la société, il faut croître autrement. Et c'est ça aujourd'hui la difficulté philosophique, comment distinguer quelque chose qui est une croissance et qu'est-ce qui est une métastase, quelque chose comme ça. Notre problème en science aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à déceler quelles sont les limites structurelles antérieures, internes à la science et à la recherche, qui délimitent ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Vous voyez ? La question c'est quelles sont les bornes, non pas extérieures à la science. On ne peut pas que des moralistes, des sectaires, des ayatollahs, des fanatiques nous disent quelles sont les limites de l'extérieur. La vraie question c'est à l'intérieur du travail scientifique, quelles sont les bornes qui ne peuvent correspondre que des invariantes organiques existantes. Nous, quand nous allons quitter cette salle, dès aujourd'hui, dès demain, que pouvons-nous faire de façon pratique pour qu'on puisse définir qui est compétent pour parler de quoi et à partir de là, de prendre les décisions qui s'imposent. Si vous voulez comprendre ce qui se passe, eh bien, il faut travailler. Et donc, je vous propose quand même de dire un certain nombre de choses là-dessus, pas de devenir de biologiste moléculaire du tout, hein, mais d'essayer de lire des ouvrages qui traitent des problèmes. La deuxième chose que vous pouvez faire si vous voulez être actif, c'est évidemment de rejoindre un groupe de gens qui se préoccupent de la même chose que vous. On a parlé tout à l'heure de Vivagora. Vivagora, c'est une association qui essaie de promouvoir des débats citoyens sur ce genre de questions. Vous savez, si j'avais des questions vraiment de génie génétique sont quelque chose qui vous passionne, à ce moment-là, le CRIGEN, le Centre de recherche indépendant sur le génie génétique, se préoccupe de ces questions. Il y a FNE, France Nature Environnement, qui se préoccupe de ces questions. Il y a la Fondation Nicolas Hulot. Vous avez le choix. Regardez un petit peu ce que chacun de ces groupes écrivent là-dessus, renseignez-vous et rejoignez celui qui vous plaît mieux et participez à ces débats. Et évidemment, l'un des buts étant quand même d'agir sur le monde politique de manière à ce que les décisions qui sont prises soient les mieux en accord avec ce que vous pensez. Moi, si vous voulez